Bonjour Monsieur le Ministre, merci de nous recevoir aujourd'hui au sein du ministère du Travail à Paris. C'est un grand honneur pour Direct Jobs TV d'avoir l'opportunité de vous interviewer. Monsieur Pietraszewski, vous êtes secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours ? Oui, écoutez, je suis un homme du Nord d'adoption, parce que j'y suis pas né, mais j'y suis arrivé quand j'avais 12 ans, et donc, vous savez, on est pris, c'est la première année du collège, on arrive en 6e, et donc voilà, je pense que j'ai été adopté par cette belle région, ce beau département où je vis, où j'ai construit ma vie de famille, où je me suis marié, j'ai eu 2 grandes filles, qui ont 25 et 27 ans maintenant. Mon parcours professionnel d'abord, parce que c'est celui d'un lycéen qui rentre à la fac de Sciences Éco à Lille 1, qui en même temps qui fait la fac, travaille, fabrique des hamburgers dans de la restauration rapide, à l'époque ça s'appelait Pic-Pain, et puis qui travaille dans l'éducation nationale pendant 4 ans. Voilà, je fais un cycle complet en éco, et j'ai eu un 3e cycle d'économie, et puis je suis rentré dans la grande distribution. J'ai vécu plus de 25 ans de ma vie professionnelle dans un distributeur qui est bien connu, alors je le citerai pas, mais c'est un A avec un oiseau qui le figure, donc chacun le reconnaîtra. Et vous savez, la vie dans un hypermarché c'est un peu une ruche. Vous avez tous les métiers dans cette entreprise, il y a 150 métiers. Et quand vous êtes au cœur de cette activité dans un hypermarché, eh bien, vous êtes dans une petite société, en vérité, où il y a tout ce que l'on connaît, tous les métiers, mais tous les cas de figure, toutes les situations personnelles, familiales. Je faisais du management opérationnel, puis après des ressources humaines. Et donc voilà toute l'histoire de ma vie professionnelle. Et puis passé 50 ans, j'avais envie de faire bouger les choses. Je trouvais que les promesses des uns ou les promesses des autres, qui n'étaient pas couronnées de succès, eh bien méritaient de faire la place à la société civile que je suis, et d'autres d'ailleurs aussi. Eh bien voilà, je suis rentré aux côtés du président de la République Emmanuel Macron dans cette dynamique en 2016-2017. Je suis devenu député de ma circonscription, donc c'est un territoire qui est Armentières, le pays des Wep, l'Homme, et puis une bonne partie de l'île aussi. Et puis j'ai travaillé dans cette Assemblée nationale pendant près de 2 ans sur des sujets qui me passionnaient, c'était les relations sociales, la retraite, et le président de ma République m'a demandé en décembre 2019 de rejoindre le gouvernement pour reprendre le portefeuille des retraites et de la santé au travail, mais je pense qu'on va parler de ces 2 sujets. Exactement. Pouvez-vous nous parler plus précisément de votre rôle donc au sein du gouvernement en tant que secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail ? Oui, c'est vrai que c'est un double portefeuille. Donc le secrétaire d'État, il est aux côtés de son ministre, ici Elisabeth Borne, pour le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Il est aux côtés de son ministre pour porter des dossiers qui sont particuliers, celui des retraites. Plus de 16 millions de retraités dans notre pays, 16 700 000. Donc tous les mois, il faut s'assurer que ces 16 700 000 retraités perçoivent leur pension de retraite. Vous savez, c'est pas si facile que ça. On a plus de 40 systèmes de retraite. Donc il y a un travail au quotidien. Et puis le président de la République m'a demandé, lorsque cette pandémie de Covid est apparue, d'assurer la protection de la santé des salariés, parce que il savait que de façon très concrète, j'ai fait ça dans les hypermarchés où j'ai travaillé, et tout cela est devenu après le portefeuille de la santé au travail dans le gouvernement de Jean Castex. Donc j'ai ces 2 portefeuilles, les retraites et la santé au travail. Et la santé au travail, vous savez, dans cette période mouvementée au niveau sanitaire, c'est très important, car il faut garantir que les travailleurs français puissent, lorsqu'ils sont dans cette situation professionnelle, soient protégés. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début de cette pandémie. D'accord. Ces dernières années, donc, la santé au travail est devenue un enjeu majeur. Selon la définition commune de l'OIT et de l'OMS, la santé au travail vise 3 objectifs distincts. Donc, maintenir un haut degré de bien-être physique, mental et social des salariés. Quelles sont les obligations des employeurs vis-à-vis de la santé de leurs salariés ? Et vous avez raison de parler d'ailleurs de la santé mentale et physique. C'est une évolution qu'il y a eu il y a quelques années. Vous savez, les employeurs, ils portent cette responsabilité, ils portent la responsabilité de protéger la santé physique et mentale de leurs collaborateurs. Et moi, je voudrais vous dire que notamment dans ce que nous vivons là depuis près de 2 ans, de cette situation difficile de crise sanitaire, eh bien, ils ont été au rendez-vous. Ils ont été au rendez-vous de cette responsabilité, mais
pas tout seuls. Ils l'ont été aussi avec les représentants des salariés et aussi avec l'État, avec le gouvernement qui a pris toutes ses responsabilités, notamment en écrivant un grand nombre de protocoles. Vous savez que c'est tout mon cabinet qui a écrit ces protocoles pour garantir que chaque travailleur français puisse aller sur son lieu de travail en toute sécurité, avec des règles, avec des normes que nous respectons encore aujourd'hui, car les gestes barrières, c'est prépondérant pour éviter la diffusion du virus. Bien sûr. Donc nous vivons depuis maintenant plus de 2 ans avec le Covid-19. Quelles actions ont été mises en place par le gouvernement pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie ? Oui, je vous en ai dit 2 mots tout à l'heure, mais revenons-en, si vous voulez, revenons sur ce sujet. Très concrètement, il fallait assurer, lorsque nous avons eu ce premier confinement, la sécurité des salariés, à la fois qui, eux, devaient rester en activité et après organiser la sécurité de tous ceux qui revenaient au travail. C'est pour ça qu'on a établi près de 80 protocoles dans l'ensemble des secteurs d'activité de notre pays pour protéger et édicter des règles, des façons de se comporter qui permettent à chacun de travailler en toute sécurité. Cela a évolué, nous avons maintenant un protocole national des entreprises, et ce protocole, nous le faisons évoluer régulièrement. On est au-delà de la 10e évolution, parfois ce sont des évolutions qui sont à la marge, parfois plus conséquentes, comme nous avons en ce moment fait d'ailleurs, l'évolution qui concerne le télétravail, puisque nous sommes encore là pour 2 semaines, dans une situation où il faut télétravailler à chaque fois que c'est possible, 3 jours par semaine, pour réduire la circulation du virus. C'est bien pour ça que le télétravail est important. On y reviendra peut-être aussi un petit peu tout à l'heure. Mais ce télétravail, il faut aussi le penser de façon à ce qu'il soit bien organisé dans les entreprises. Moi, je crois beaucoup aux instances représentatives du personnel, aux échanges qu'il doit y avoir en proximité, et aussi ne pas oublier que le télétravail, c'est pas si facile que ça. Tout le monde n'a pas un bureau à la maison, et qu'au final, on a besoin de ce lien social, et que sans doute on préfère, vous et moi, se parler en face à face, même si on a respecté le 1,50 m et qu'on a nos masques, parce qu'il y a un petit peu plus de choses qui passent qu'au travers d'un écran pour se parler. Tout à fait. Pour tous les travailleurs de France, la crise sanitaire liée au Covid a bouleversé les organisations de travail. Le télétravail s'est ainsi généralisé dans de nombreuses entreprises, provoquant parfois pour certains salariés un peu plus fragiles un sentiment d'isolement. Quelles démarches ont été faites par le gouvernement pour combattre les risques psychosociaux et lutter contre l'isolement des télétravailleurs ? D'abord, une prise de position très claire. Vous l'avez vu, et encore c'est frais dans l'esprit de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Il n'y a pas de télétravail total qui soit imposé dans le cadre de cette pandémie. Nous avons demandé aux entreprises de respecter 3 jours de télétravail parce que nous savons bien, je sais bien, moi, en tant que secrétaire d'État chargé de la santé au travail, je sais bien l'importance qu'il y a dans ces relations sociales. Et vous savez d'ailleurs, organisations représentatives des employeurs, comme celles représentatives des salariés, nous disent la même chose. C'est-à-dire, oui, le télétravail est un levier de lutte contre la diffusion du virus, mais il faut aussi le manier avec une forme de prudence. Il faut permettre la souplesse. Quand on est apprenti, qu'on vient pour son premier job, eh bien, sans doute que là, il faut ajuster les choses, il faut permettre un peu plus que 2 jours de présence. Lorsque on est dans une situation difficile, peut-être qu'on est soi-même un peu sujet à un syndrome peut-être dépressif, eh bien, on a besoin de ces interactions. Eh bien, là, on donne la possibilité aux entreprises d'ajuster, de dire, pour cette personne-là, dans cette situation-là, toujours d'ailleurs avec l'appui du médecin du travail, c'est son rôle, eh bien, on peut organiser autrement les choses. Vous le savez, le gouvernement est très attentif à cela. Je vous ai donné l'exemple du télétravail, de son organisation, du fait qu'à chaque fois, il faut prendre en compte les réalités individuelles. Vous savez, moi, je ne crois pas uniquement à la norme qui se discuterait à Paris et qui s'appliquerait à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur activité. La réalité, c'est une discussion de proximité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit l'importance de s'appuyer sur les instances représentatives du personnel, ce qu'on appelle les fameux CSE, voilà, mais aussi l'importance du médecin du travail qui est en proximité, qui n'est jamais très loin de l'employeur ni très loin des salariés. Quelles démarches ont été faites, excusez-moi, il va falloir couper ça, face à la situation épidémique? Elisabeth Borne, ministre du Travail, et vous-même, avez annoncé un plan de mobilisation pour accélérer la vaccination des salariés. Pouvez-vous nous parler de ce plan ?
Oui, vous avez raison de revenir sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que la vaccination, on en a peu parlé depuis qu'on est ensemble. On a parlé des gestes barrières et c'est prépondérant, bien sûr. La vaccination, c'est un formidable levier, c'est une formidable espérance pour retrouver au final une vie quasi normale, ce que nous voulons tous, bien sûr. Alors, cette vaccination, elle nous protège, nous. Et surtout, elle protège aussi notre environnement. Et ça, c'est important. C'est en cela qu'on est citoyen, qu'on a un geste important vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même lorsqu'on est vacciné. Alors, cette vaccination, elle est possible, certes, dans les centres de vaccination, elle est possible aussi chez son médecin traitant, à la pharmacie, et elle est possible, point très important, chez son médecin du travail. Les médecins du travail, on leur a demandé de se mobiliser. Je leur ai demandé de se mobiliser depuis maintenant plus d'1 an et demi sur ce sujet, à la fois d'abord des tests, puis de la vaccination. Aujourd'hui, nous avons besoin, face à une diffusion du virus Delta et maintenant de celui qui s'appelle Omicron, d'avoir une mobilisation de tous pour permettre cet objectif de rappel, cette 3e dose pour certains quand c'est nécessaire, ce rappel puisse être fait le plus largement possible. Eh bien, je le dis à tous ceux qui nous suivent aussi, il est possible de se faire vacciner, d'avoir sa dose de rappel chez son médecin du travail. C'est ce que j'ai demandé à l'ensemble des services de santé, on va dire des services de médecine du travail, depuis le 22 décembre, puisque j'ai fait une réunion le 22 décembre avec eux, de manière à ce qu'on soit prêt dès la rentrée. Et c'est le cas, on est entre 5 000 et 8 000 injections chaque jour dans les services de santé au travail, où on fait du sur-mesure. Parce que aujourd'hui, l'avantage, c'est que quand on va voir son médecin du travail, c'est un tiers de confiance, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter tranquillement. C'est pas non plus son médecin généraliste. Souvent, le lien est un peu différent, mais c'est un vrai lien. Et là, on peut peut-être reposer les questions si on est inquiet, si on se demande, et lever les derniers freins qui restent pour cette vaccination. Vous êtes beaucoup investi dans le domaine associatif. Vous étiez notamment membre de l'association Force Femmes qui œuvre justement pour aider les femmes dans leur démarche de retour à l'emploi et de création d'entreprises également. Quel était votre rôle au sein de cette association ? Ah, très bien. C'est vrai que c'est une belle association. Merci de dire un mot sur Force Femmes. Et merci de dire un mot aussi sur la cause des femmes. Vous savez... C'était d'ailleurs des échanges que j'ai pu avoir avec toute l'équipe qui pilote ce projet, Force Femmes. On se retrouve parfois dans la vie au milieu de notre parcours personnel et professionnel avec des choses qui changent, des divorces, des situations familiales compliquées. Et pour les femmes, parfois des situations où on a été peut-être moins dans une activité professionnelle que dans une activité autour de la famille. Et quand on se retrouve parfois malheureusement seul, on est un peu démuni pour se réorganiser. Eh bien, c'est le rôle de Force Femmes de donner à toutes celles qui étaient dans cette situation la possibilité de rentrer ou de revenir dans l'emploi et surtout de développer des compétences que chacune a. Simplement, il faut reprendre confiance en soi, revoir les points positifs et trouver surtout celles et ceux qui peuvent vous aider. C'était mon rôle, d'aider, d'accompagner. Alors on peut accompagner de plusieurs façons différentes. Moi, mon parcours professionnel me permet d'avoir une position de coach, d'accompagner celles qui avaient besoin de restaurer leur confiance en elles, de visualiser quel pourrait être leur projet professionnel, mais c'était aussi de participer à des ateliers pour montrer l'ensemble des activités, des jobs qui peuvent exister. Je vous ai dit 150 métiers dans un hypermarché qui sont ouverts à toutes et à tous, de présenter cela et puis de porter un dispositif de réseau, parce que parfois on n'a pas forcément la bonne réponse pour celles qu'on accompagne, mais on connaît quelqu'un qui peut aider. Et bien voilà, toute la palette sur laquelle j'avais la chance de pouvoir intervenir à Force Femmes. Merci. La retraite est un enjeu qui concerne l'ensemble des Français, qu'ils soient retraités, actifs ou étudiants. Quelles sont les prévisions en termes de nombre de retraités dans les prochaines années ? Alors, c'est effectivement des calculs qu'on fait génération par génération, en fait. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, presque 17 millions, 16 millions 700 000 retraités aujourd'hui. Et en moyenne, on sera sur 700 000 nouveaux retraités par an dans les années qui viennent. Voilà le chiffre qui vous donne une idée quand même de l'ampleur de l'activité qu'il y a quand on s'occupe des retraites. Certes, il faut réfléchir à comment nous allons transformer ce système de retraite, parce que
C'est un beau système de retraite que nous avons dans notre pays. C'est ce qu'on appelle un système par répartition, qui permet pour ceux qui sont en retraite de vivre grâce aux cotisations de ceux qui sont actifs. Et cela, ça s'inscrit dans une solidarité entre les générations. Alors, moi, j'ai deux responsabilités. Celle d'assurer que les 700 000 nouveaux retraités chaque année vont bien percevoir ce qui est leur dû, et aussi de réfléchir à la façon dont on peut faire vivre dans le temps ce système de retraite qui est si important à nos yeux, si solidaire, et qui a besoin, au regard de l'évolution de l'espérance de vie tout simplement, eh bien, de se rééquilibrer. Quel bilan pouvez-vous tirer de l'année qui vient de s'écouler ? Alors l'année 2021, je l'ai vécu un peu comme tous ceux qui nous regardent, c'est-à-dire avec un masque, en prenant régulièrement du gel, en me lavant les mains, en étant souvent dehors quand c'était possible, et pas toujours quand c'est l'hiver. Voilà, donc on l'a vécu, je l'ai vécu, je dirais avec les mêmes contraintes que tout le monde. Je vois bien que ces contraintes, eh bien, elles ont été fortes. Et d'ailleurs, vous savez, je pense que c'est aussi un indicateur de la capacité de notre pays, de notre peuple, je dirais, à passer les épreuves, à les surmonter ensemble. Parce que, sur le fond, eh bien, nous avons gardé cet espoir et nous voyons arriver lumière au bout du tunnel. Voilà. Et d'avoir cette capacité à passer cette période difficile 2021 et à s'engager massivement, on en a parlé tout à l'heure, mais sur les bonnes solutions, la vaccination, les gestes barrières. Voyons bien que nous avons envie de retrouver cette vie quasi normale et que nous sommes prêts, je crois, à faire les efforts. Nous les avons faits et je pense que nous allons être récompensés dans les semaines qui viennent. Enfin, quelles sont les actions et les projets à venir pour 2022 ? Alors 2022, c'est du boulot jusqu'à la dernière minute, je ne vous le cache pas. Le président de la République, d'ailleurs, nous l'a demandé comme cela au Conseil des ministres, mais ça tombe bien, c'est aussi comme ça que je vois les choses. Bon, pourquoi ? Parce que je porte tout le projet de la santé au travail, on en a parlé un petit peu ensemble, sous plutôt l'aspect pandémie. Mais je voudrais vous dire un mot là-dessus. La santé au travail, dans notre pays, elle vit une révolution profonde. Nous sommes plutôt dans une logique, et nous sommes d'ailleurs assez bons là-dessus, de réparation dans notre pays. Et c'est bien justifié. Quand quelqu'un a une difficulté de santé à cause du travail, cela doit être réparé. Mais nous sommes sans doute encore un peu en retard sur la prévention. Eh bien, moi, je crois, et c'est ma vision du travail. Le travail, c'est émancipateur, c'est libérateur, ça nous permet de nous autonomiser, ça nous permet de nous construire en tant qu'individus dans la société. Cela est vrai. Et en même temps, cela ne peut pas se faire au détriment de la santé. Et vous voyez, cette transformation de la médecine du travail vers plus de prévention, c'est la meilleure voie pour trouver cet équilibre entre le travail émancipateur, libérateur, et cette santé qui doit être préservée, parce que la santé au travail, sur le fond, c'est un tout. C'est dans la sphère de la santé publique, en réalité. Il n'y a pas, vous savez, moi je ne crois pas à la transformation. Quand on rentre à l'hypermarché, qu'on passe par le vestiaire, on ne se transforme pas tout d'un coup. Quand on y rentre parfois avec ses soucis personnels ou de santé qu'on a eu à la maison. Quand on ressort, eh bien, parfois on emmène aussi des soucis qu'on a pu avoir au boulot à la maison. Et donc je crois qu'il faut regarder la santé comme un tout. Et la santé au travail, c'est un élément de la santé publique avec un axe prioritaire, la prévention. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, Monsieur le Ministre. Merci à vous, à bientôt.